Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le 6 juin 1944, il y a 68 ans aujourd'hui, les soldats alliés débarquaient en masse sur les plages de Normandie. Et Franck Ferrand nous fait revivre cette grande page d'histoire sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Voilà un sujet qui s'imposait, mais pas seulement à cause de la date et de l'anniversaire d'aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il y ait dans l'histoire du monde beaucoup d'épisodes aussi poignants, aussi frappants, aussi émouvant que celui-ci. Et Claude Quetel est avec nous sur Europe 1 pour en parler. Eh oui, il fait partie des habitués de l'émission, mais sans jamais se répéter, et vous allez voir que son nouvel ouvrage, Sur les murs de l'histoire, cadre très bien avec le sujet. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Ce débarquement, vous l'imaginez bien, n'est pas venu comme cela dès juin 1940. Alors que les Anglais achèvent d'évacuer Dunkerque, le Premier ministre Churchill travaille à la mise sur pied d'une direction des opérations combinées dont la mission sera de maintenir une attitude offensive contre le continent, un continent désormais aux mains des troupes d'Hitler. En août 42, les Anglais avec les Canadiens lancent un raid sur Dieppe et puis en novembre, vous le savez, ils débarquent en Afrique du Nord. En juillet 43, ce sera le débarquement de Sicile qui se prolonge en Italie dès septembre. Enfin, en janvier 44, alors que le général américain Eisenhower est nommé commandant suprême des forces expéditionnaires alliées, un débarquement amphibie est réalisé sur les plages d'Anzio à une 50aine de kilomètres de Rome. Autant dire que l'opération Overlord ne surgit pas comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Depuis des mois, les Allemands savent qu'un coup de force phénoménal se prépare depuis la Grande-Bretagne. Les Alliés vont frapper, il n'y a aucun doute sur la question. Ce qu'on ignore, ce que les Allemands ne peuvent pas savoir encore, c'est quand ils frapperont et où. Au début du printemps 44, le commandant en chef ouest des armées allemandes croit pouvoir affirmer à Berlin, il a combiné pour ça toutes sortes d'éléments de renseignement qu'il a réussi à grappiller ici et là, il affirme que le débarquement aura lieu le 18 mai, moyennant quoi ? Une fois passé ce fatidique 18 mai, les Allemands vont relâcher un peu la pression ou la tension, devrais-je dire, et ils finissent par penser que l'affaire est remise à août, peut-être même à septembre. Et ça, c'est une fatale erreur sur la date. Pour ce qui est du lieu, les Allemands hésitent beaucoup. La Norvège, l'Italie, où les choses sont déjà bien entamées, les Balkans, le nord de la France, pendant longtemps, toutes les hypothèses ont pu être retenues. Or, et ça je crois qu'on ne le dira jamais assez, le succès d'Overlord, c'est d'abord un succès des services secrets. L'opération Fortitude a été montée par les Alliés comme la plus vaste entreprise d'intoxication qui ait jamais vu le jour dans l'histoire. Vous allez dire que plus tard, au temps de la guerre froide, on fera pas mal non plus, c'est vrai, mais là, le mensonge est général. Il est planifié, il est distillé avec un luxe de moyens considérable. Dès 1942, les Alliés ont camouflé leur débarquement en Afrique du Nord sous un rideau de fumée destiné à faire gober aux Allemands l'idée d'un débarquement en Norvège. Vous voyez que c'était pas tout à fait la même chose. Et puis, tous les services secrets alliés se sont donné la main pour brouiller les pistes en préparant l'opération Overlord. Il faut tout de même savoir qu'Hitler dispose de 60 divisions en France, en Belgique et aux Pays-Bas, de 16 autres divisions en Norvège et au Danemark, de 46 entre l'Italie et les Balkans, de quoi au total rendre impossible toute idée de débarquement. Alors, pour essayer de contourner cette énorme difficulté, on va tout faire pour accréditer l'hypothèse d'un front principal en Italie afin d'immobiliser les divisions de Méditerranée sur la péninsule italienne. Et puis on va jouer sur l'hypothèse norvégienne pour écarter le plus possible de divisions des côtes françaises. Et ce qui est étonnant dans cette affaire, historiquement, c'est que ça marche. En juin 44, près de 500 000 Allemands sont en Norvège. Ils y resteront d'ailleurs jusqu'à la chute de Berlin.
Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que Fortitude, cette opération d'intoxication généralisée, va réussir à convaincre Hitler que le véritable coup de force va intervenir dans le pas de Calais. La marine allemande a éliminé le Calvados parce qu'elle juge que la côte normande est trop rocheuse. Quant à l'aviation, la Luftwaffe, elle est convaincue que l'hypothèse Nord-Pas-de-Calais est la bonne et elle en est convaincue pour des raisons d'autonomie en vol. On se dit qu'après tout, pour les Alliés, ce serait tellement plus pratique. Bref, si vous me passez l'expression, tout le monde se met le doigt dans l'œil dans cette affaire. Or, contre la perspective d'un débarquement, le Reich dispose de ce qu'il pense être une parade plus qu'efficace, c'est le célèbre mur de l'Atlantique que les Allemands appellent Westwall et qui est considéré non seulement par les Allemands mais d'une façon générale par l'ensemble des belligérants comme un obstacle majeur, pour ne pas dire comme l'obstacle avec un grand O. J'ai prononcé le mot qui sera au centre finalement de notre réflexion d'aujourd'hui avec mon invité Claude Quetel, c'est le mot de mur de l'Atlantique, c'est ce Westwall, cette espèce de construction impressionnante voulue et conçue par les Allemands qui se veut un instrument défensif, matériel bien entendu, mais aussi un instrument intellectuel de propagande. Il s'agit de conforter notamment les habitants du Grand Reich que constitue toute une partie de l'Europe continentale maintenant, qu'ils sont hors d'atteinte des Anglo-Américains, derrière cette espèce de rempart infranchissable. Nous allons en parler tranquillement dans un instant avec Claude Quetel. Alors en fait, sur les 15 000 points bétonnés prévus et qui avaient été programmés à partir du début de la guerre pour le 1er mai 1943, il faut savoir que moins d'un tiers seront finalement réalisés au 1er mai 1944, ça aussi on va y revenir. Il devait y avoir 547 canons se hérissant tout le long de ce mur de l'Atlantique. En fait, il n'y en aura jamais que 229. Autant dire que le rempart présente des fragilités, notamment sur la côte normande. Les Allemands essaient de compenser cette faiblesse mal cachée par une sorte de débordement d'activité. Et c'est bien sûr Rommel, le renard du désert, qui a été placé au commandement du groupe allemand d'armée B, ce groupe qui s'étend de la frontière hollandaise jusqu'à l'estuaire de la Loire. Là encore, effet de propagande assuré, la réputation de Rommel est universelle, même si ses propres supérieurs voient en lui un tacticien du front beaucoup plus qu'un stratège global, et ça va se vérifier. Or, si l'on veut comprendre le succès du débarquement de Normandie, il faut savoir qu'Hitler tient à conserver le commandement effectif des opérations. Vous connaissez sa vieille habitude, diviser pour régner et se trouver au poste de commande à peu près partout. Or, pour Hitler, il n'est pas question de céder un pouce de terrain sur le littoral. N'oubliez pas que les terribles fusées V1 et V2 sont presque opérationnelles. C'est une course de vitesse entre les techniciens des deux camps. Or, les différents sites de lancement des V1 et V2 sont voisins des rivages de la Manche. Il n'est donc pas question de mettre aux yeux d'Hitler ce qui constitue le joker même de son interminable guerre. Le 5 juin 1944, Rommel quitte son PC au château de La Roche-Guyon. Il part pour l'Allemagne où il doit aller fêter l'anniversaire de sa femme et il a prévu une entrevue le lendemain avec le Führer. Qu'est-ce qu'il a prévu de dire à Hitler ? Ça, on ne le saura jamais. Et pour cause, je vous dis que nous sommes le 5 juin 1944. Il faut bien vous dire aussi qu'en France, l'opinion est sujette à la plus grande confusion. Évidemment, on voit bien que la résistance est de plus en plus active et que lors du premier trimestre 1944, elle n'arrête pas de saboter tout ce qu'elle peut. 800 locomotives, par exemple, ont été mises hors d'état de fonctionner, même si ça, l'opinion ne le sait pas dans le détail. Mais il faut bien admettre que la majorité de la population reste encore attentiste. La presse, qui est presque entièrement muselée, entretient la fiction d'un mur de l'Atlantique infranchissable et l'idée d'une libération prochaine est donc très peu répandue. Et pourtant, du côté des Alliés, des préparatifs énormes, titanesques, incroyablement audacieux sont à l'œuvre. On peut dire que l'épreuve de vérité est pour demain. Elle est pour cette nuit. Elle est pour aujourd'hui. La préparation technique de cette incroyable invasion de l'Europe a été confiée en décembre 1942 à un certain Chief of Staff Supreme Allied Commander, c'est-à-dire le Cossack,
qui longtemps, il faut dire, est resté à l'état d'ébauche. C'était un chef sans répondant qui dirigeait des divisions fantômes, avec une marine paralysée par les U-boats allemands et des moyens de débarquement qui longtemps n'ont existé que sur le papier. On n'a plus aujourd'hui l'idée du formidable travail d'état-major nécessaire pour le montage de cette superproduction militaire, si j'ose dire, qu'a pu être le débarquement de Normandie. Les archives sont impressionnantes, elles constituent le fonds le plus énorme de toute l'histoire militaire, c'est aussi simple que ça, et elles sont loin d'avoir été entièrement dépouillées. C'est au début de 1944 que le plan, après toutes sortes d'hésitations, d'avancées, de reculs, de discussions âpres entre les Alliés, c'est au début de 1944 que ce plan a été adopté. 3 divisions, plus une division aéroportée, doivent se porter sur l'estuaire de l'Orne jusqu'à la pointe du Hoc. Elles seront relayées par 16 divisions britanniques et 20 divisions américaines qui arriveront directement des États-Unis. Le but, c'est de créer un foyer entre Seine-et-Loire, un foyer d'où lancer une offensive générale dont toute la force doit tendre en direction du Rhin, bien entendu. La conférence de Téhéran a prévu qu'un second débarquement aurait lieu en Provence. Au départ, on pensait qu'il aurait lieu en même temps, que les deux auraient lieu le 1er mai. C'est le 14 janvier qu'Eisenhower s'installe à Londres, où il prend son commandement. Sous l'influence de Montgomery, le plan sera changé au dernier moment. On aura finalement 5 divisions d'assaut, 3 divisions aéroportées, d'où l'ajournement du débarquement dans le Midi. D'ailleurs, l'opération Overlord elle-même est reportée du 1er mai au 1er juin. Je vous rappelle que les Allemands pensaient que tout ça aurait lieu le 18 mai. Et finalement, vous le savez, tout commence le 6 juin 1944, 15 minutes après minuit. Bonjour Claude Quettel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un des très grands spécialistes de la question. Vous avez dirigé le mémorial de Caen. Toutes ces affaires normandes, évidemment, n'ont aucun secret pour vous. Il faut peut-être, avant que nous en venions à ce qui doit constituer, j'allais dire, le plat de résistance de notre échange d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce mur de l'Atlantique et les moyens peut-être insuffisants dont ont disposé les Allemands pour le faire fonctionner réellement, car c'était un ouvrage actif, mais ça on va y revenir. Avant ça, racontez en quelques mots les grandes étapes du débarquement. Comment est-ce que ça se passe ? Ça n'est pas une partie de plaisir, hein, c'est une opération d'une audace insensée. C'est une opération logistique très lourde et qui ne peut en aucun cas s'improviser et qui surtout doit tenir compte de cet obstacle, on va dire, entre guillemets, soi-disant infranchissable, qu'est le mur de l'Atlantique. Et c'est pour ça que Churchill va réussir à convaincre ses alliés américains, tout puissants, qu'il ne faut surtout pas attaquer directement à l'ouest pour ne pas, comme il disait si bien, payer la note du boucher, parce que l'attaque partirait tout de même de la Grande-Bretagne, mais passer par l'Afrique du Nord et l'Italie. Pour ceux qui nous rejoindraient, vous l'avez compris, c'est le D-Day sur Europe 1 aujourd'hui, en tout cas, c'est son 68e anniversaire. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous célébrons aujourd'hui sur Europe 1 le 68e anniversaire du débarquement des Alliés sur les plages normandes. Et Franck, il s'agit d'un épisode historique aussi émouvant qu'intense. C'est sans doute une des images les plus saisissantes de toute l'histoire. Dans le petit jour grisâtre et brumeux, cette gigantesque armada des Alliés qui couvre la mer grise et moutonneuse. Une infinité d'embarcations se rapproche des 5 plages retenues finalement pour le débarquement et baptisées pour la circonstance Utah Beach, Omaha Beach, Cold Beach, Juno Beach et Sword Beach. L'opération Overlord, qui engage le 21e groupe d'armée du général Montgomery, vient de commencer. Cette opération, au moment où elle commence, Claude Quettel, est-ce que les Alliés ont la certitude qu'elle va réussir ? Il y a quand même un certain nombre de pièces sur l'échiquier qui sont déjà en place et qui font que la partie est quand même plutôt perdante pour l'Allemagne. Mais ce qui, moi, me paraît toujours un peu révoltant, c'est cette histoire d'un débarquement qui était condamné à réussir. Pas du tout. D'ailleurs, on le voit bien. À Omaha, pendant les premières heures, le
le débarquement est sur le point de rater. Oui, c'est à Omaha, il y a un point de faiblesse très, très grand. Et pour les hommes qui débarquent, alors je sais bien qu'on l'a dit et redit, mais on ne le dira jamais assez, c'est un enfer indescriptible. Je pense que depuis le film Il faut sauver le soldat Ryan, les gens ont un peu plus conscience de ce que c'est, avec ces balles qui sifflent tout autour, là, on comprend mieux. Mais il faut savoir qu'à partir de 7h du matin, ce 6 juin, c'est-à-dire à 6h30, il débarque, à partir de H+30 minutes, ce sont 5 vagues de soldats qui débarquent toutes les 6 minutes. C'est-à-dire que c'est une espèce de marée humaine comme ça qui débarque constamment. Et bien entendu, pour la plupart, on les envoie se faire littéralement mitrailler. Il y a eu des naufrages, bien sûr, ça il faut le dire aussi. 10 embarcations au large d'Omaha, 7 au large d'Utah. Pour certains des naufragés, le débarquement, on peut dire, a fini avant même de commencer. Et puis tout le long de la plage d'Omaha, Omaha la sanglante, vous le disiez, les assaillants essuient le feu des Allemands. Finalement, néanmoins, et parce que j'aimerais qu'on parle, qu'on aille ailleurs, qu'on close ce chapitre événementiel pur du débarquement en tant que tel, finalement, ce débarquement va réussir par l'énorme quantité d'hommes prévus par les Alliés. On a gagné par la masse, là, finalement, c'est ça ? Tout à fait. Mais dès avant cela, et dès qu'on entre un peu dans le détail de l'histoire, on s'aperçoit que effectivement c'est plus compliqué et plus intéressant du même coup et plus aléatoire. Les Allemands ont prévu un débarquement à marée haute. Un débarquement à marée basse, autant dire que vous êtes condamné à mort si vous êtes l'assaillant. Et donc, les Alliés prévoient un débarquement à mi-marée montante. Mais vous avez évoqué tout à l'heure ces vagues, sans faire de jeu de mots, successives d'assaillants. Il y a un moment où il y a un véritable embouteillage qui se crée sur les plages pendant l'assaut. Donc tout ce qui était si bien programmé sur le terrain n'est pas aussi évident que cela. D'où la mort, d'où le sang, enfin d'où tout ce qu'on sait après, comme vous le disiez, avoir vu le soldat Ryan. Alors qui sont-ils, ces jeunes gens qui débarquent ? Ce sont essentiellement, beaucoup de citoyens américains, des Canadiens, des Britanniques. Il y a quelques Français sur les 135 000 hommes qui débarquent au moment, dans ce qu'on appelle le débarquement au sens propre. Il y a 177 Français qui font partie du 4e commando Keffer sur Sword Beach. Et qui vont j'allais dire, sauver l'honneur. Tout à fait, mais il y a des Australiens, il y a des Néo-Zélandais, c'est vraiment la guerre du monde libre contre le nazisme. Et ce qu'il faut dire, et ce qui est parfois un peu oublié, c'est que aussitôt après, dès que les premières batailles sont gagnées et dès que les Allemands commencent à reculer, immédiatement on va installer des têtes de pont et on va créer ce fameux port artificiel, notamment de Port Winston, qui est une sorte de poumon pour les armées de libération. C'est-à-dire que le but du débarquement, ça n'est pas seulement de libérer un territoire, c'est aussi et surtout de créer sur la côte française les moyens d'accueillir par très grande quantité du matériel et des troupes pour aller libérer toute l'Europe, en fait. Alors, vous mettez le doigt sur un problème majeur qui est celui à la fois de la logistique et qui est celui du timing de la guerre. Ce n'est pas le tout de prendre le pied sur les plages. Il faut que la logistique suive. C'est ça. Et la logistique, ça veut dire l'approvisionnement de dizaines, puis de centaines de milliers, puis de millions d'hommes. Et ça nous ramène au mur de l'Atlantique, ce que les Allemands, j'aime pas dire les Allemands, moi, les nazis, les soldats du Troisième Reich, les Allemands, mais les Allemands du Troisième Reich n'ont pas prévu, c'est que justement ils ont défendu les ports. Le raid de Dieppe a été un leurre, pas forcément prémédité de ce point de vue, c'est-à-dire que les Allemands sont persuadés que il faut prendre un port, parce que justement un port c'est de la logistique, c'est de l'essence, on voudrait le Havre évidemment, même Cherbourg. Oui. Eh bien, justement, là, la grande idée que Churchill, qu'on dit que c'était une idée de Churchill, mais enfin, je pense que c'est une idée qui lui avait été un peu suggérée, mais enfin, quand même, Churchill, le grand homme de la Seconde Guerre mondiale, va avoir l'idée de cette espèce de mécano de port artificiel, 2 ports artificiels. Malheureusement, la tempête va en détruire dans les 15 jours qui suivent, va en détruire un, mais qui va assurer cette logistique. Et du coup, ce mur de l'Atlantique qui était très renforcé sur les ports,
qu'on pensait être les premiers objectifs du débarquement. Et donc, entre ce port majeur de Cherbourg et ce port majeur du Havre, eh bien, c'est comme, vous savez, un collier de perles où les perles sont moins serrées. C'est là qu'on peut passer, c'est là que le débarquement a lieu. Il faudra 100 jours pour aller libérer le Havre. Ce sont les 100 jours d'une bataille de Normandie qui est peut-être l'un des moments les plus décisifs dans le règlement général de cette Seconde Guerre mondiale. Vous voyez donc l'importance de cet événement dont on célèbre aujourd'hui l'anniversaire. Alors si vous le voulez bien maintenant, on va faire une sorte de flashback et on va revenir sur les préparatifs de part et d'autre et notamment sur les défenses telles qu'elles avaient été conçues côté allemand, autant dire à l'époque de l'occupation, côté français. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et nous plongeons précisément au cœur du débarquement aujourd'hui sur Europe 1, toujours en compagnie de Claude Quetel, bien connu des auditeurs. Je rappelle qu'il est historien, directeur de recherche honoraire au CNRS et ancien directeur du Mémorial de Caen. Il a publié de nombreux ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale, Franck. Le 6 juin 1944 était le premier de 100 jours d'une bataille de Normandie décisive qui elle-même ne faisait qu'ouvrir la voie à toute la libération de l'Europe. Ce serait une autre histoire. J'étais l'autre jour à Romanche et je regardais, vous savez, les maquettes qui ont été faites dans les années 60, qui sont d'ailleurs toujours très bien. Très bien. Et qui permettent de visualiser ce qu'était cet extraordinaire port artificiel, le port Winston, puisque l'autre, comme vous l'avez dit, avait été battu par les flots et arraché par la tempête. Et on a peine à croire ce qu'on a sous les yeux. C'est tout à fait impressionnant. On a notamment les films qui montrent l'incroyable organisation de ces convois de camions qui font une sorte de boucle ininterrompue pour décharger des bateaux qui eux-mêmes se succèdent sur des... Tout ça est fabuleux. Il y a un génie logistique et organisationnel de la part des anglo-saxons qui quand même mérite les plus grands hommages. C'est une des raisons qui font que le Reich perd la guerre. Bien sûr. Il n'a pas de logistique. Il n'a pas de logistique à l'Est, il n'a pas de logistique à l'Ouest. Les Anglo-Américains ont une logistique extrêmement puissante dont le port artificiel d'Arromanches est une démonstration. Mais vous savez, ces espèces de docks, on appelait ça les docks, les espèces de petits bateaux amphibies à moteur GMC, des camions GMC qui flottent, assuraient un transit quasiment équivalent à Romanche. Donc une logistique énorme parce que rien qu'en essence, c'est par millions de tonnes qu'il faut compter. C'est impressionnant. Et il y a un sens pratique des Américains là, et des Anglais d'ailleurs, souvent des Anglais, ce sont des ingénieurs anglais souvent, qui est tout à fait décillant. Vous avez parlé de la guerre du renseignement, les grands spécialistes, ce sont les Britanniques. Bien sûr. Oui, je dis les Anglais, les Britanniques devrait-on dire en effet. Pour être politico-correct. Claude Quetel, vous venez de publier chez Perrin un livre passionnant, une autre histoire des hommes, dites-vous. Ça s'appelle Murs, tout simplement. Et c'est vrai que des murs dans l'histoire, des murs essentiels, des murs faiseurs d'histoire, il y en a eu de nombreux. Alors ce qui est paradoxal, pour rester dans notre sujet et dans cette journée anniversaire, c'est que les Allemands avaient bien vu que notre grand mur à nous, la ligne Maginot, n'avait pas servi à grand-chose en 1940, quoique... Néanmoins, ils n'ont rien de plus pressé, une fois installés en France, que de construire face aux Anglais et aux Américains ce mur de l'Atlantique, cette espèce de muraille de béton qui va définitivement modifier le paysage de nos côtes au passage. Oui, alors, ce qui est tout à fait amusant, c'est que le commandant en chef à l'Ouest, qui est von Rundstedt, complètement aux ordres de Hitler, comme tout le monde, évidemment, pas forcément par conviction, mais au moins par terreur. Un peu en marge, néanmoins. Un tout petit peu en marge, mais surtout après la guerre. C'est incroyable à quel point les généraux deviennent critiques quand ils ont perdu la guerre. Alors là, à ce moment-là, ils deviennent d'une prudence extrême, et d'une intelligence. Et alors, il dit lui-même, le mur de l'Atlantique n'était qu'une illusion. Bon, il fallait défendre 4500 kilomètres de côtes. Et des côtes toutes différentes. Alors, il a une expression formidable. Il dit, rien devant, pas de Kriegsmarine. Rien au-dessus, pas d'aviation, ou très peu. Rien derrière, c'est la fameuse Panzer-Controverse. Quand Rommel est nommé comme inspecteur général de l'Atlantique, il dit... Il faut absolument que les divisions, un mur, depuis, je raconte bien dans le mur, depuis la grande muraille de Chine, c'est pas le tout d'avoir un mur, il faut des troupes de couverture et il faut une armée d'intervention. Vous montrez des choses passionnantes dans ce livre, c'est que le mur en soi, c'est rien. Il est très symbolique, mais il n'est rien. Ouais, c'est rien. Et le mur, par ailleurs, c'est un monument vivant, c'est un monument actif. Or, ce qui a peut-être manqué à ce mur de l'Atlantique, c'est précisément d'être habité et d'être
effectivement défendu. Alors Rommel, fort de son expérience de la guerre du désert, a bien compris et fort de l'absence d'avions de la Luftwaffe dans le ciel, dit: n'allons surtout pas mettre les divisions blindées, qui est le fer de lance du Reich, à 100 km, même pas à 10 km, mais mettons-la au plus... Et c'est la fameuse Panzer-Controverse que Hitler tranche mi-figue, mi-raisin, en donnant 3 divisions blindées. Il y en a 10 à l'ouest quand même. Hein. Alors que Rommel voyait ça comme un fer de lance homogène qui puisse immédiatement contre-attaquer. Il a compris, et il avait raison, que le sort du débarquement se joue non pas dans les 24 jours, même pas dans les 24 semaines, se joue dans les 24 heures. Et donc, à partir de ce moment-là, le mur de l'Atlantique ne joue que ce rôle qu'ont joué effectivement beaucoup de murs dans l'histoire, de décors. D'ailleurs, je crois que c'est Rundstedt qui dit « ce n'était qu'un simple décor ». Ce que vous montrez bien, c'est que ces murs, par essence même, par la forme même d'un mur, c'est que ça se déploie sur un très 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 long territoire. Donc, c'est un paradoxe que d'avoir à défendre des centaines de kilomètres de côte quand seulement quelques kilomètres vont être utilement défendables. C'est ça qui c'est le paradoxe. Bien sûr, et puis alors là, on peut monter d'un cran dans une réflexion sur l'histoire militaire. Le Reich gagne quand il attaque, pas quand il se défend. Ça n'était pas un régime défensif. Mais non, parce que se défendre, ça veut dire de la logistique, ça veut dire des troupes de réserve qu'il n'a pas, qu'il n'a plus. Et en même temps, on dit toujours que les Allemands sont très bien organisés. Pas tant que ça. Toute la nouvelle histoire va dans le sens justement d'une très mauvaise organisation. Revenons sur le 6 juin, 10 secondes, la chaîne des commandements. Tout le monde commande. La Luftwaffe à son commandement, la Kriegsmarine à son commandement. Divisé pour régner, la division blindée à son commandement. Et puis on ne déplace pas une division blindée parce que c'est comme une espèce de jouet chéri de Hitler lui-même. Et Rommel ne peut rien faire sans référer à Berlin ou même à von Rundstedt. Donc c'est la colossale, sans faire de jeu de mots, organisation allemande, c'est un leurre. En réalité, c'est une inorganisation. Une organisation qui ira croissant avec le développement du conflit, bien entendu. Tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'on est là dans le début de la fin et que plus se déploieront les armées alliées à travers une Europe en cours de libération, et moins l'organisation du Reich tiendra, évidemment. Oui, et ce qui est certain, c'est que quand la bataille de Normandie est gagnée, 100 jours, vous l'avez dit, et non pas le seul 6 juin, c'est fini pour les Allemands à l'Ouest. Si vous êtes d'accord, Claude Quetel, il nous reste quelques minutes, j'aimerais qu'on parle des autres murs de l'histoire. C'est trop tentant. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure sur Europe 1. Franck, vous souhaitiez revenir sur la célèbre ligne Maginot. J'ai prononcé son nom tout à l'heure, Claude Quetel, mais vraiment très furtivement pour aller vers le mur de l'Atlantique qui nous intéressait plus particulièrement en ce jour anniversaire du 6 juin 1944. J'ai parlé de la ligne Maginot. Faut en dire quelques mots de cette ligne Maginot qui quand même fait partie là encore, des grands leurres de l'histoire contemporaine. C'est un peu la même chose que le mur de l'Atlantique. La propagande en fait une ligne infranchissable et qui va être franchie, alors encore plus facilement, parce que alors là, à la seule différence du mur de l'Atlantique du 6 juin, c'est que le mur de l'Atlantique du 6 juin, on passe à travers, alors que la ligne Maginot de 40, on passe à côté, parce qu'elle n'a pas été prolongée jusqu'à la mer pour des basses raisons de ne pas vexer l'allié belge. Donc, mais c'est la même chose, c'est quelque chose qui fonctionne pas. Pardon de faire tomber le niveau, je m'en veux, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi dans toutes ces affaires de construction de murs des intérêts économiques bien concrets? C'est intéressant pour certaines entreprises de construction quand même. Oui, mais je n'en ferai pas la première raison. Je dirais oui, l'organisation TOT pour le mur de l'Atlantique, qui est l'espèce d'agence de construction du Reich qui construit toutes les commandes de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air. C'est une organisation gigantesque qui c'est une sorte de fantasme pour les promoteurs. Oui, et puis qui fait beaucoup travailler, malheureusement. Hélas, il faut quand même le rappeler, beaucoup de Français et d'entreprises françaises. Ça nous ramène à Vichy, mais ce n'est pas le sujet. Mais je n'en ferai pas la première raison. Moi, je pense que les murs, on le voit bien dès les premiers murs dont je parle là, dans mon livre sur la Grande Muraille de Chine, ça n'est pas une solution, c'est une réponse. C'est une réponse dans l'immédiat.
il y a une situation d'urgence. Les barbares, je parle pour la muraille de Chine, mais l'ennemi, je parle pour Atlantic Val ou pour Maginot. L'ennemi arrive et il faut lui opposer un rempart. Mais ce rempart matérialisé, je ne parle que des remparts matérialisés, ce rempart ne fonctionne que, 1, s'il a suffisamment de troupes de couverture, et que 2, s'il a une force d'intervention capable de contre-attaquer. Pour Maginot, pour vous répondre enfin, mais c'est mon côté normand, je tourne autour du pot pendant des heures. Pour la ligne Maginot, il y a une énorme armée de couverture qui ne sert à rien, genre Bidas qui s'ennuie, qui joue à la belote. Et puis, il n'y a pas d'armée d'intervention pour contre-attaquer l'attaque. Le XXe siècle aura été le siècle des murs, en quelque sorte. Puisqu'après ces deux murs fondateurs, la ligne Maginot, le mur de l'Atlantique, vient évidemment celui que tout le monde a à l'esprit et qui, pour nous, reste encore très sensible parce qu'on en a vu la destruction. Enfin, une grande partie de nos auditeurs se rappellent ce moment extraordinaire. C'est bien sûr le mur de Berlin. Oui. Et il faudrait ajouter avec le mur de Berlin, d'une façon plus générale, tout le rideau de fer, en fait. Certes, mais qui, à tort, marque la fin de la guerre froide alors que ce n'est pas le cas, et puis qui, surtout, va donner naissance à d'autres espèces de murs qui ne sont plus des murs frontières, parce qu'on est passé du mur défense, du mur militaire, au mur frontière, et au mur démarcation, en quelque sorte. Du mur démarcation, et du mur, maintenant, interdiction, et du mur anti-immigration, anti-terrorisme, anti-tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, les murs n'ont jamais été aussi nombreux. Quand le mur de 89 a disparu, on a dit « Ah, c'est la fin des murs, les médias... » Et on parle en ce moment de bouclier antimissile. D'une façon générale, le mur et le bouclier assument dans l'imaginaire collectif la même fonction et partagent sans doute une même dimension, qui est une dimension de protection presque fantasmée. C'est une protection, une sorte de super protection. Oui, c'est illusoire vrai. Au passage. Oui, c'est vrai, ça va complètement à rebours du discours sur la mondialisation. Je ne parle pas de la mondialisation d'un point de vue économique, moi je n'y connais rien dans ce domaine, mais du point de vue simplement d'une abolition des frontières qui n'existe en aucun cas. Par exemple, le mur de Bush. Je ne suis pas un défenseur du mur de Bush, mais on a souvent un discours « Oh, quelle horreur que ce mur anti-immigration ! 20 millions d'immigrants clandestins. » Mais depuis quand est-ce qu'on peut passer d'un pays à l'autre sans problème ? Où est-ce qu'on en est encore à ce monde sans frontières ? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, pour l'instant, c'est une utopie. Il y a des murs qui sont en quelque sorte des murs immatériel. Je pense par exemple à l'incroyable ligne de forts défensifs dont Vauban avait fini par entourer le royaume de France, qui empêche quiconque de passer sans pour autant avoir à construire la ligne d'un mur, en quelque sorte. C'est vrai, mais là on revient aux militaires. Oui, c'est vrai. Là, on revient aux militaires, c'est-à-dire que le royaume de France se hérisse de défense à la Vauban, alors que moi, j'étais arrivé à des murs plus symboliques. Au mur d'aujourd'hui. Alors, puisqu'on parle de murs symboliques, et sans aller jusqu'au mur d'aujourd'hui, il y en a deux dont j'aimerais que vous nous disiez un mot, si on a juste le temps. C'est évidemment le mur d'Adrien, c'est-à-dire l'idée d'un mur frontière, d'un mur ultime, d'un mur comme une sorte de balise finale d'un monde et d'une civilisation, et puis le mur des lamentations, qui est peut-être le plus célèbre du monde, après tout. Alors écoutez, Monsieur Ferrand, vous êtes sévère avec moi parce que vous pointez d'un seul coup les deux murs, très franchement, avec lesquels j'ai eu le plus de mal. Mais pour cause, ce sont les plus complexes. Et Dieu sait que je les explore tous. C'était à dessein. Ah bon, écoutez, je ne vous remercie pas. Donc pour répondre en deux mots, le mur d'Adrien, c'est le problème du limès. Ce limès romain... c'est compliqué, le limès romain. Il y a un côté et pas plus loin, nec plus ultra. Oui, voilà, le limès romain est moins net que la muraille de Chine, parce que c'est d'un côté les barbares et de l'autre côté les civilisés. Les gens civilisés, ouais. Non, ça marche pas. Enfin, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que on le voit bien. Alors, pour le mur d'Adrien, il n'y a pas de problème. Oui, les Écossais sont d'épouvantables barbares. Quand on va au limès du côté des Germains, manque de chance, parce qu'une partie des troupes de couverture, ce sont des Germains. Alors là, évidemment, c'est difficile de les traiter de barbares. Alors, pour revenir à
la deuxième question que je n'oublie pas. Le mur des lamentations. J'ai voulu donc les soubassements du temple de oui, de j'ai voulu diversifier les murs. Je n'ai pas voulu seulement parler des murs d'exclusion, et j'ai voulu aborder aussi des murs médicaux, le mur de la peste. Oui. J'ai voulu aborder des murs fiscaux, le mur des fermiers généraux, l'enceinte parisienne, le murmurant Paris, rend Paris murmurant, et puis des murs religieux qui est le mur des lamentations. Mais ce sont des murs de nature différente, évidemment. Mais qui n'en sont pas moins des murs, une autre histoire des hommes. C'est publié chez Perrin. Merci beaucoup Claude Quetel. Je rappelle également le dictionnaire du débarquement qui a été réalisé sous votre direction. Alors là, c'est la Bible pour tous ceux qui veulent aller se promener, notamment sur les plages du débarquement. Ça va être la saison. Là, c'est le bon moment pour aller se promener dans une Normandie tellement belle. C'est aux éditions Ouest France. Et puis, je voulais dire un mot de votre ouvrage, toujours chez Perrin, mais qui vient d'être réédité en collection de poche chez Tempus, L'impardonnable défaite. C'est tout le mystère de ce qui s'est passé en 1940. Puis je vous signale que ce soir, France 3 consacre une soirée spéciale à la Seconde Guerre mondiale, avec en première partie de soirée un documentaire remarquable de Jean-Christophe Rosé sur les rapports complexes entre Hitler et Mussolini, et en deuxième partie un autre beau film de Timothy Miller sur la bataille de Bir Hakeim dont nous parlions, vous savez, ici même il y a quelques jours. Tout cela dans Histoire immédiate, présenté par Samuel Etienne, ce soir donc sur France 3.